Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui sera consacrée à la Pologne et qui nous donne l'occasion de recevoir Pierre Buhler. Pierre Buhler, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, c'est Jean-Louis Bourlange qui va peut-être arriver à surmonter des obstacles qui se sont mis entre sa voiture et ce studio et qui devrait nous rejoindre, nous l'espérons, en cours de route. Et en tout cas, c'est d'ores et déjà dans ce studio, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Michaela Wiegel, correspondante politique à Paris du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pierre Buhler, vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France en Pologne entre 2012 et 2016, vous êtes un ancien élève de l'ENA, vous avez rejoint le ministère des Affaires étrangères dès 1982 et vous avez occupé différents postes à Varsovie, à Moscou, à Singapour, ainsi qu'à Washington et à New York. Après avoir été secrétaire général de la délégation française de la 71e Assemblée générale des Nations unies, vous présidez de 2017 à 2020 l'Institut français, chargé de promouvoir l'action culturelle extérieure de la France. En parallèle de votre activité diplomatique, vous enseignez les relations internationales à Sciences Po et à la Hertie School de Berlin. Votre dernier ouvrage, publié en 2012, salué d'ailleurs à ce micro, s'intitule « La puissance au XXIe siècle » et il a été distingué par le prix Anteios du meilleur livre géopolitique. Vous y interrogez l'évolution de la notion de puissance de l'Antiquité à nos jours, marquée par la révolution numérique et la technologie nucléaire. Vous avez également consacré un essai « Histoire de la Pologne communiste, autopsie d'une imposture » à la région polonaise dont vous êtes un spécialiste reconnu. Depuis la chute du régime communiste en 1989, la Pologne a connu une transition vers une économie de marché et une démocratie pluraliste. Le pays est devenu membre de l'Union européenne en 2004 et de l'OTAN en 1999. La Pologne a également renforcé ses liens avec les États-Unis, considérés comme un allié clé du pays. La politique intérieure de la Pologne est dominée par le parti conservateur nationaliste au pouvoir, le parti Droit et Justice, le PiS. Le PiS a remporté les élections législatives en 2015 et il a connu une victoire encore plus importante lors des élections de 2019, obtenant la majorité absolue au Parlement. Depuis leur arrivée au pouvoir, les membres du PiS ont pris des mesures pour consolider leur contrôle sur les institutions gouvernementales et affaiblir les contre-pouvoirs. Le tribunal constitutionnel et la Cour suprême ont été réformés afin de limiter l'indépendance de la justice. Le contrôle des médias publics a été renforcé. Le 22 octobre 2020, un arrêt du Conseil constitutionnel a drastiquement limité le droit à l'avortement, illustrant les menaces qui pèsent sur les droits des femmes et d'ailleurs aussi des personnes LGBT. Ces mesures ont donné lieu à de larges mouvements de protestation en Pologne et à l'étranger. La réforme des institutions judiciaires est également au centre du bras de fer juridique et financier qui oppose le gouvernement polonais à la Commission européenne depuis 2017. Parti eurosceptique, populiste et nationaliste, le PiS refuse d'obéir à la Commission, avec l'appui du tribunal constitutionnel polonais, qui a déclaré le 7 octobre 2021 partiellement inconstitutionnel le principe de primauté du droit européen. Un récent sondage Ipsos souligne cependant que les Polonais sont largement attachés à leur appartenance à l'Union. Seuls 5% d'entre eux se prononcent en faveur d'un polexit. Dans ce contexte, le PiS promet une vision de l'Union européenne fondée sur le respect absolu de la souveraineté des États et le refus de toute ingérence supranationale, tel que l'a illustré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki dans son discours sur l'avenir de l'Europe en mars dernier. La guerre d'Ukraine a rebattu les cartes géopolitiques de la région et paradoxalement pacifié les rapports entre Varsovie et Bruxelles, occupant une position clé en Europe centrale en raison de sa proximité avec la Russie. La Pologne est considérée comme un pays stratégique pour la sécurité de l'Europe orientale. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014,
La Pologne a renforcé sa coopération avec les autres pays d'Europe centrale et de l'Est pour faire face à la menace russe. Elle accueille le sommet de l'OTAN en 2016, à l'issue duquel plusieurs mesures visant à accroître la présence militaire de la dite OTAN en Europe de l'Est sont décidées. L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a donné un brusque coup d'accélérateur à cette dynamique de défense. La Pologne est l'un des plus généreux soutiens de l'effort de guerre ukrainien. Elle affirme ses liens avec les États-Unis, qu'elle considère comme un fondement absolu de la défense européenne, et elle a massivement intensifié ses efforts de réarmement. En 2023, la défense représente 4% du budget polonais contre 2,4% pour l'année 2022. La Pologne veut devenir la première puissance militaire européenne, forte d'une armée de 800 000 hommes, à la pointe des technologies militaires. Pour cette conversation autour de la Pologne, la première question revient à Michaela Wiegel. Oui, merci. Quand on regarde la position de la Pologne en Europe aujourd'hui, force est de constater que rien n'est à inventer, mais tout est à faire. Avant même l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et à l'OTAN, on avait déjà inventé le triangle de Weimar, c'est-à-dire une sorte de forum d'échange entre la France, l'Allemagne et la Pologne pour justement mieux intégrer et mieux considérer les soucis et les questionnements des nouveaux pays à ce qu'on est maintenant censé appeler le flanc Est de l'OTAN. Pourtant, on voit que non seulement cette intégration n'a pas bien fonctionné, on a un constat d'échec aujourd'hui, notamment dans la relation germano-polonaise. La Pologne, en plein conflit de la Russie contre son voisin, l'Ukraine, a commencé à réclamer des réparations à l'Allemagne pour l'occupation nazie, pour les crimes du Troisième Reich. Et c'est un seul des grands sujets qui empoisonnent la relation européenne aussi de la Pologne. Et ma question, c'est est-ce que vous voyez aujourd'hui encore une possibilité d'avoir un triangle de Weimar en état de fonctionnement? Et surtout, quel avenir pour cette Pologne qui, on vient de le mentionner, se rêve un petit peu, on a l'impression, du nouveau leader qui forme en quelque sorte un contrepoids à la France et l'Allemagne avec les pays baltes et un avenir proche avec l'Ukraine. Pierre Buhler. Merci, oui, beaucoup de questions auxquelles je vais essayer de répondre. Alors, ce triangle de Weimar a été conçu initialement, la première réunion a eu lieu, je pense que c'était à l'invitation de Genscher, avec Roland Dumas et Skubiszewski du côté polonais, l'idée étant qu'il fallait, au fond, partager avec nos amis polonais qui venaient d'entrer donc dans cette... regagner, de retrouver cette communauté européenne à laquelle ils ont toujours estimé dont ils ont toujours estimé faire partie, pour leur montrer la réconciliation entre des anciens ennemis, qui étaient la France et l'Allemagne, ce à quoi cette réconciliation pouvait conduire. Et donc ce triangle a fonctionné, je dirais, bien au début, avec des gens de bonne volonté, et puis c'est progressivement dégradé parce que les intérêts étaient quand même à un moment donné très, très divergents, sans qu'il y ait véritablement de convergence autour de thématiques fortes qui puissent se constituer. Alors, la Pologne a également été très allante dans la constitution de ce que s'appelait le triangle de Visegrad initialement, qui était avec la Tchécoslovaquie et la Hongrie pour, au fond, défendre les intérêts de ces pays du candidat
à l'Union européenne dans cette démarche. Et ce triangle de Visegrad, qui est devenu un quadrilatère après la sécession de la Slovaquie, a relativement bien fonctionné, a permis à ces 4 pays d'ajuster leurs agendas, leurs priorités dans la progression vers l'adhésion à l'Union européenne et ensuite au sein de l'Union européenne. Il se trouve que ce triangle, ce quadrilatère de Visegrad, ce groupe de Visegrad est tombé, qui était assez marqué par une certaine cohésion pendant assez longtemps, et notamment à la faveur de la guerre en Ukraine, et s'est également dégradé fortement, avec une Hongrie prenant des positions très pro-russes et les 3 autres étant beaucoup plus réservés. Et ce qu'on voit, même s'il y avait initialement une forte intimité idéologique entre Orban et Kaczynski, donc les 2 leaders, 2 dirigeants principaux de la Hongrie et donc de la Pologne. Ce que la Pologne essaye de faire aujourd'hui, donc, elle se retrouve dans une position, effectivement, comme vous le dites, les cartes ont été fortement rebattues à la faveur de dans le sillage de cette nouvelle agression de l'Ukraine par la Russie, et la Pologne s'est en quelque sorte sentie des ailes en considérant qu'elle était au centre du jeu, à différents titres d'ailleurs, puisque à la fois le plus grand pays de la ligne de front, si on peut dire, également armée, renforcée par une sorte de légitimation morale du fait d'avoir été la première, ou en tout cas parmi ceux qui ont mis en garde très tôt contre le risque de la Russie. Et les Polonais le font valoir régulièrement. Lech Kaczynski, qui était allé en 2008, qui s'était rendu à Tbilissi après cette précédente opération militaire spéciale de la Russie en Géorgie, avait dit très clairement, si on ne fait rien, après la Géorgie, le tour de l'Ukraine viendra. Le tour de l'Ukraine est venu en 2014 et à nouveau en 2022 de façon spectaculaire. Donc, ils sont, avec d'autres, les pays baltes également, fondé à dire, mais on vous l'avait bien dit, on vous avait mis en garde, vous n'avez pas voulu nous écouter, vous nous avez traités de russophobes, et nous avions fait campagne contre la poursuite du projet Nord Stream 2, donc par l'Allemagne, après une décision prise après l'annexion de la Crimée en 2014. Et maintenant, vous voyez, vous nous avez négligés, vous nous avez méprisés, nous avions raison. Et donc, la Pologne se retrouve également comme une sorte de d'abord, c'est le pays d'accueil, le principal pays d'accueil des réfugiés ukrainiens à l'ouest, où que ce soit, avec 1,5 million de réfugiés qui ont été très bien accueillis par la population polonaise, plus peut-être que par le gouvernement. Tout l'approvisionnement en matériel de l'Ukraine, en matériel, en armement, en équipement, en aide humanitaire, passe par la Pologne. Et donc, il y a ce sentiment que, au fond, la Pologne, c'est maintenant le centre de gravité, ce qu'on voit souvent dans les titres des médias. Le centre de gravité se déplace à l'Est, et le futur leader de l'Europe, ce sera au fond la Pologne, avec ce programme de réarmement. On pourra peut-être y revenir. Nicole Niesotto. Oui, la Pologne est un pays qui condense presque tous les malheurs de l'histoire, en remontant des siècles en arrière. Mais ça n'en fait pas pour autant un pays sympathique. Mais ça en fait un pays très contradictoire. Et c'est sur ces contradictions que je voudrais vous interroger. On en voit beaucoup à l'œuvre aujourd'hui. La Pologne est un pays qui essaye de se refaire une vertu sur son exemplarité dans le soutien à l'Ukraine, mais c'est peut-être pour mieux cacher ses péchés intérieurs sur la scène européenne. Première contradiction, vous avez dit qu'elle est exemplaire dans l'accueil des réfugiés. Oui,
Mais elle n'a pas pris les étudiants noirs qui étaient en Ukraine. Donc c'est un pays raciste. Et ça, l'Europe ne dit rien. Deuxièmement, elle est le plus grand adversaire de Poutine, effectivement, et de la Russie en général, mais de Poutine en particulier. Poutine qui conteste l'ordre occidental. Mais elle est aussi le plus grand pourfendeur de l'ordre européen dans ses relations avec la Commission, qu'elle accuse d'être similaire à la Commission européenne, à l'ancienne Union soviétique, et dont elle veut absolument casser le droit, puisqu'elle profère la supériorité du droit national sur le droit européen. Troisième contradiction, elle défend la démocratie en Ukraine, mais elle est le plus grand fossoyeur de la démocratie chez elle, dans son pays, à tel point que la Commission européenne a daigné, et le Parlement ont daigné, au bout d'un certain temps, à mettre la Pologne au banc des accusés. Donc c'est un pays qui n'a rien pratiquement de compatible avec l'Union européenne. Et donc, juste pour une allusion à la question de Michaela Wegel, elle n'a aucune légitimité à quelque leadership que ce soit. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais l'idée que la Pologne serait le nouveau leader est-européen de l'Union européenne, c'est comme si j'ai dire que Marine Le Pen pourrait l'être. C'est exactement, ça revient à ça. Et donc, ma question est, comment ce pays, qui a donné Solidarność, Wałęsa, des intellectuels comme Geremek, comme Adam Michnik, comment ce pays en est arrivé là au bout de 2014, même pas 20 ans d'adhésion à l'Union européenne? Pierre Buhler. Oui, merci de ces excellentes questions. Alors moi, je ne prononcerai pas de jugement moral sur la Pologne, mais le diagnostic que vous faites sur les contradictions de la Pologne me paraît particulièrement justifié. Alors, dans votre dernière question, vous soulignez au fond le contraste entre cette Pologne d'aujourd'hui et la Pologne que nous avons connue, des Geremek, des Michnik, des Mazowiecki. Et donc, quand on parle de Pologne, il ne faut pas mettre la Pologne dans un seul et même sac. Il y a un gouvernement polonais aujourd'hui qui a fait un choix particulier, idéologique, dont vous avez souligné les caractéristiques. Il y a une autre Pologne d'opposition, d'opposants, qui sont certainement attachés aux valeurs démocratiques, il y a un parti qui était à l'époque aux affaires entre 2007 et 2015, dirigé par Donald Tusk, qui s'est retrouvé président du Conseil européen et qui professait des valeurs parfaitement compatibles avec l'engagement européen de ce pays. Changement par un vote du coup démocratique, changement de majorité en 2015 et un choix différent, alors qui peut s'expliquer, beaucoup d'explications sont avancées, mais il est vrai que l'entrée de la Pologne dans l'économie de marché s'est faite un peu à marche forcée, a eu des conséquences non négligeables sur l'état d'esprit personne. Vous avez des perdants et des gagnants. Il faut se rappeler également que pendant 10 ans, un ancien ministre du général Jaruzelski a été président Alexandre Kwaśniewski était président de la Pologne. Il se trouve que d'anciens membres du régime ou des suppôts du régime ont réussi à parfaitement se recycler et s'enrichir dans ce pays, et que ça a créé une sorte de ressentiment qui a été exploité par un parti justement créé par les frères Kaczynski en 2000, qui s'est donc appelé Droit et Justice, sigle PIS, et qui a joué sur, au fond,
cette insatisfaction, ces frustrations qu'on voit dans d'autres pays que la Pologne. Hein. La Hongrie a été même précurseur à cet égard, avec Viktor Orban, qui est ensuite qui est parti, qui a été évincé du pouvoir, mais qui est revenu à partir de 2010, et qui a joué de ces frustrations. On voit aussi des mouvements de frustration et de populisme, hein, on met tout ça derrière le vocable de populisme, se développer ailleurs dans d'autres pays, en Europe. On a vu ça en Italie. Mais on le voit en effet. Mais en Finlande. Dans les endroits où ça se passe, il est très fréquent, c'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de la Pologne, que les conditions qui permettent de revenir à un état ultérieur, c'est-à-dire du libre jeu de la démocratie, parce qu'en effet, vous avez raison de souligner que le régime actuel est au pouvoir en vertu d'élections démocratiques, donc personne n'a dit qu'elles avaient été fabriquées, truquées, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, la raréfaction des mécanismes de contrôle de ce système démocratique risque d'être un frein important à un retour vers un libre choix de la population. Ce à quoi on assiste lorsque ces régimes, ces partis populistes parviennent au pouvoir, c'est qu'ils font main basse, d'abord sur le système judiciaire. Commence par le contrôle de constitutionnalité, et ensuite tout l'appareil judiciaire est mis en coupe réglée, si je puis me permettre cette expression. C'était le cas en Hongrie à partir de 2010, donc Orban avait une majorité des 2/3 qui lui permettait de réformer, de changer la constitution. Donc tout ça a été un boulevard pour lui pratiquement. En Pologne, la majorité obtenue par le parti droit et justice était inférieure aux 2/3, donc là, ne lui permettait pas d'avoir la majorité pour modifier la Constitution, mais en tout cas, le gouvernement avait les instruments juridiques pour paralyser le contrôle de constitutionnalité, mettre l'appareil judiciaire à son service. Ça, c'était première mesure, immédiatement après l'arrivée au pouvoir. Deuxième mesure, pratiquement en même temps, c'était la mainmise sur l'audiovisuel public. Et tout ça s'est fait en une nuit pratiquement. La direction a été changée et on s'est retrouvé en l'espace de quelques semaines avec un audiovisuel public qui rappelait celui de Brejnev, de la fin des années Brejnev en Union soviétique, totalement asservi au pouvoir. Et des tentatives répétées de grignoter ce qui restait, parce qu'il y a, à la différence de la Hongrie, où ça s'est fait peut-être un peu plus rapidement, il reste aujourd'hui un archipel de liberté d'expression, de liberté de la presse, avec des journaux indépendants que le pouvoir tente d'étouffer, notamment en intervenant sur son accès aux ressources publicitaires. Il y a également une tentative d'obliger le propriétaire de la grande chaîne de télévision indépendante qui s'appelle TVN, qui appartient à Discovery, donc à une entreprise américaine, de l'obliger, au motif qu'elle n'était pas de l'Union européenne, cette entreprise, l'obliger à céder une majorité de contrôle à un opérateur polonais qui aurait évidemment été aux mains du pouvoir. Et alors là, ça c'est très mal. Et une loi a été votée par la Diète à cet effet. Et le pouvoir polonais ne craint personne, mais il craint quand même quelqu'un, c'est la Maison-Blanche et les États-Unis. Et là, les Américains ont tapé du poing sur la table. Ça s'est passé en 2021. Taper du poing sur la table en disant que c'était inadmissible. Et du coup, la loi a été rapportée, amendée. Et même le président Duda a mis son veto à cette loi. Donc, en revanche, la presse régionale, qui était notamment largement
gérée, mais comme une presse normale, par un groupe allemand, ça s'appelle Passau Verlag, et a été racheté par, du coup, le grand opérateur, l'entreprise pétrolière publique, Orlen. Et donc, toute cette presse régionale, importante, presse régionale et locale, se retrouve aux mains d'un opérateur, pétrolier en l'occurrence, mais sous influence du pouvoir. Donc, au fond, c'est ce qui s'est passé en Hongrie. Les fondements de la démocratie que sont l'état de droit et le contrôle de constitutionnalité, l'état de droit en règle générale, et la liberté d'expression sont petit à petit étouffés. Ça avait été le cas d'ailleurs dans l'immédiate après-guerre. En quelques années, la même chose s'est passée quand le pouvoir communiste a été installé dans les fourgons de l'armée rouge, quand même, il faut le dire. Mais il a fallu quelques années pour prendre le pouvoir comme ça, et c'est ainsi que ça s'est passé. Et aujourd'hui, ce qu'on voit se produire, c'est déjà le cas en Hongrie, c'est que les universités elles-mêmes, ce qui est normalement la troisième étape de cette prise de pouvoir, les universités elles-mêmes sont sous forte pression en Pologne, comme ça a été le cas en Hongrie. Je me tairai ensuite pour laisser la parole à mes deux camarades, surtout que je sens que Nicole a l'intention de passer la Pologne au hachoir. Mais il y a deux particularités sur lesquelles j'aimerais que vous nous éclairiez. C'est un peu avancé à saut et à gambade, mais je crois que ça peut être important. En tout cas, si je me trompe, vous le direz. D'une part, Morawiecki, c'est pas n'importe qui. Son histoire personnelle, sa manière de se comporter, etc., est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'équivalent. Vous me permettrez, Pierre, la comparaison. Il n'a pas fait l'ENA. Il a fait la prison. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin, il a pas tout, enfin, il a même fait la torture. Le fils de Cornel Morawiecki, mais le père était un militant de Solidarność. Et lui aussi s'est trouvé. Enfin, vous direz, c'est pas la prison, mais c'est la situation, disons, de violence dans laquelle il s'est trouvé. Et puis l'autre, c'est l'Église. C'est qui a été cette force si considérable et dont, au fond, on aimerait savoir ce qu'il en reste et dans quelle direction va ce qu'il reste de cette force. Ce qui reste de la force de l'Église, c'est considérable. L'Église est une puissance spirituelle, mais extrêmement influente dans la Pologne. C'était même la Pologne d'aujourd'hui, mais ça l'a été dans la Pologne occupée, divisée entre trois empires pendant 120 ans. Et ce qui était le ciment de la nation polonaise était la religion catholique. Et donc, pendant un siècle, 120 ans en tout cas, elle a constitué ce ciment. Elle continue de le constituer aujourd'hui, en partie en tout cas. Elle se pense telle qu'elle. Et d'ailleurs, l'Église polonaise a joué un rôle important dans la sortie du communisme. Il faut quand même rappeler qu'il y avait un cardinal Wyszynski, Jean-Paul II. Aujourd'hui, évidemment, ses valeurs, ses priorités sont partagées par le parti qui est aujourd'hui au pouvoir. D'ailleurs, il s'est appuyé, y compris lors des échéances électorales, sur un soutien plus ou moins discret de la base de l'Église, ou même des hiérarques de l'Église catholique. Et, par exemple, ce qui est souvent souligné, c'est que il finance très généreusement une station un groupe audiovisuel catholique carrément intégriste qui s'appelle Radio Maria, qui émet sur toute la Pologne et qui est suivi par un grand nombre de Polonais. Et ce groupe médiatique est choyé par le pouvoir parce que ça correspond, au fond, ça fait partie de la base électorale du PiS, et qui se présente quand même à sa réélection en
octobre, enfin cet automne, demande un nouveau mandat et qui a, il faut quand même le souligner, une avance de 7 ou 8 points sur le parti libéral centriste d'opposition, donc dirigé par Donald Tusk aujourd'hui, et qui, en face de lui, a une opposition fragmentée. C'est-à-dire qu'il n'a pas la majorité. Le PiS, les sondages le situent autour de 33%. Il était en 2015 à 36-37%. Donc il y a un socle électoral assez solide, qui ne se défait pas, ou qui peut être un peu grignoté, avec ce qu'on a vu apparaître ces derniers mois, alors que Kaczynski, donc le président du parti, ne voulait avoir aucun autre parti significatif plus à droite que le PiS. On a vu apparaître un parti plus à droite qui s'appelle Confédération, qui est une confédération de 3 petits partis d'extrême droite, alors de droite tout à fait extrême, et qui surgit, enfin qui monte très fortement, dirigé par des jeunes des jeunes entrepreneurs très libéraux, très nationalistes, très souverainistes, très eurosceptiques, et qui frisent et parfois dépassent des prévisions, enfin dans les sondages de 10% des voix. Et donc bon, est-ce qu'ils sont compatibles pour faire une coalition? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le centre de gravité de l'électorat polonais n'est pas vraiment à gauche. Nicole Lisetto. Oui, un commentaire juste sur ce que vous venez de dire. Quand vous expliquez qu'il y a quand même deux Polognes, qu'il y a une Pologne démocratique avec laquelle on peut peut-être construire un avenir, mais pardonnez-moi, c'est pas un argument. Il y a aussi une opposition en Turquie, une opposition en Syrie. C'est pas pour autant que ces pays sont des futures démocraties. Donc, depuis 2015, les Polonais votent pour ce que représente le PiS. Et même, ils avaient voté avant une période entre 2005 et 2007. Donc, il y a une espèce d'état profond polonais, si je puis dire, qui n'est pas démocratique, qui est plutôt raciste. Je ne dis pas qu'il est antisémite, mais ça pourrait revenir, j'en sais rien. Et qui, en tout cas, met les valeurs chrétiennes au-dessus des valeurs démocratiques. Et ça, quand j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas un pays sympathique, c'était peut-être un euphémisme. Mais ma question est, comment expliquer l'indulgence ou la cécité, mais maintenant l'indulgence de l'Union européenne vis-à-vis de la Pologne, parce que c'est quand même un membre important, c'est le plus gros pays du bloc des 10 qui est rentré en 2004. Comment expliquer qu'on est jusqu'à très récemment, je crois qu'il a fallu 10 ans à la Commission et au Parlement européen pour s'apercevoir que quand même il fallait réagir. Comment expliquer cette cécité et cette indulgence qui augmente aujourd'hui parce qu'on a tellement besoin de la Pologne contre la Russie en Ukraine que les pauvres, il ne faut pas les taxer maintenant et mettre de la conditionnalité sur les aides. Je rappelle qu'on a un instrument financier exceptionnel pour contraindre la Pologne à revenir dans l'état de droit. Moi, je ne demande pas à ce que la Pologne change sur les questions sociétales, mais sur l'état de droit, on a un argument majeur qui est que la Pologne reçoit tous les ans 4% de son PIB des fonds européens. Pourquoi l'Union européenne est-elle si indulgente vis-à-vis de la Pologne, alors qu'en 2002, quand en Autriche, M. Haider était arrivé au pouvoir, on avait suspendu l'Autriche de certaines décisions du Conseil. Pourquoi on n'a pas fait ça, suspendre la Pologne des décisions du Conseil? Moi, c'est un mystère, je vous avoue, je ne comprends pas. Et donc, mon hachoir, maintenant, c'est sur l'Union européenne. Pierre Buhler. Alors, si vous permettez, je vais m'élever en faux contre ce diagnostic. L'Union européenne n'a nullement fait preuve d'indulgence à partir du jour où le parti PiS s'est installé au pouvoir, a pris les rênes du pouvoir à Varsovie. Une procédure a été lancée à l'initiative d'un des vice-présidents de la Commission, Frans Timmermans, procédure, enfin prévue d'ailleurs non pas par les traités, mais par des arrangements subséquents de 2014, procédure relative à une dérive, pour
pour permettre de contrer une dérive dans un État sur la règle de droit, l'état de droit. Et Timmermans s'est assez rapidement essayant donc d'enclencher la procédure dite de l'article 7 du traité de l'Union européenne qui permet de priver un État, au terme d'une procédure assez longue, mais de priver un État de ses droits de vote au sein du Conseil européen. Et le problème, c'est que cette procédure de l'article 7 ne fonctionne que si tous les autres États sont d'accord. Et ce cas participe, donc c'est l'unanimité moins l'État en cause. Et Viktor Orban a indiqué d'entrée de jeu qu'il ne voterait jamais contre la Pologne. Et donc la procédure de l'article 7 s'est avérée inopérante. Une autre procédure a ensuite été utilisée, a été mise en pratique, qui est celle de la procédure d'infraction. C'est-à-dire que la Commission envoie des signaux, des mises en garde crescendo qui peuvent se terminer par une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est ce qui s'est passé. La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie, a donné raison à la Commission en disant oui, il y a infraction. Et d'ailleurs, nous allons prononcer une amende de 1 million d'euros par jour, une astreinte d'1 million d'euros par jour. Ça n'a pas découragé les Polonais. Et donc, le dernier outil, dernier instrument qui a été mis en jeu, en œuvre par la Commission, est celui de la conditionnalité pour la protection du budget européen, monté par Angela Merkel à la fin de la présidence allemande, au terme de laquelle les fonds de l'Union européenne et du plan de relance, et les fonds structurels, ne pourraient être libérés que si l'état de droit était respecté en Pologne. Et donc les Polonais et Hongrois, en Pologne et en Hongrie. Et les Polonais et les Hongrois ont accepté ce règlement à condition qu'ils puissent le contester devant la Cour de justice. La Cour de justice a donné raison à la Commission et nous sommes aujourd'hui dans une situation où aucun des 36 milliards d'euros au titre du plan de relance et des fonds structurels n'a été payé à la Pologne. Michaela Wiegel. Oui, à cet égard, il est vraiment remarquable que Olaf Scholz s'est prononcé lors de son récent discours devant le Parlement européen en réclamant effectivement une démarche même non seulement vis-à-vis de la Pologne, mais même vis-à-vis de l'Hongrie, beaucoup plus prononcée, que l'état de droit devait devenir aussi beaucoup plus sûr de lui et s'imposer en Europe. Je voulais revenir, on a parlé du rôle de l'Église. Quel est le rôle de l'agriculture? J'ai été assez frappée de voir que, alors que la Pologne se présente comme le meilleur allié de l'Ukraine, dans une question cruciale, c'est-à-dire les exports de céréales ukrainiens, la Pologne bloque tout. Est-ce que c'est purement électoral ou est-ce qu'il y a aussi une espèce de mentalité du sang et de la terre qui est liée à ce qu'est le parti au pouvoir? Pierre Muller. Oui, dans ce cas précis, ce qui s'est passé, c'est que l'Ukraine, comme les exportations de céréales étaient bloquées via la mer Noire, pour les raisons que nous savons, le blé a été exporté principalement via la Pologne. Et alors, au lieu d'être réexporté à partir du sol polonais, il se retrouvait stocké en Pologne, pour des raisons sans doute complexes. Il s'est retrouvé stocké en Pologne, dans des entrepôts, et il est mis sur le marché polonais. Donc en faisant chuter les cours du blé, des céréales polonaises, et de plus de moitié, ce qui a créé une bronca des agriculteurs polonais, qui sont quand même une base électorale
importante pour le parti, et donc ils ont pris la décision, la Pologne, mais elle n'était pas seule, hein, d'autres pays, la Hongrie, Slovaquie, je pense la Roumanie aussi, du jour au lendemain pratiquement, ont interdit l'importation de biens alimentaires qui allaient bien au-delà des céréales dans leur pays, ce qui a créé une vraie une crise avec l'Ukraine. Zelensky s'en est encore plein devant Ursula von der Leyen. La Commission européenne, dont c'est une compétence, enfin le commerce entre un pays et le marché unique européen relève de la compétence de la Commission, qui s'en est émue fortement de cette interdiction, comme ça, du jour au lendemain, qui était une violation, au fond, des règles européennes. Et bon, un arrangement a finalement été trouvé avec des fonds dédiés aux agriculteurs de ces différents pays, et à part un règlement, un arrangement avec l'Ukraine pour que ces céréales soient réexportées, ne puissent pas être ne puissent pas être vendues sur le marché polonais, donc avec des camions sous scellés qui traversaient la Pologne, suivis par des GPS. Jean-Louis Bourlanges qui a triomphé des différents. Non, je n'ai pas triomphé. Je crains que les hidalgueries olympiques aient largement triomphé de moi. Mais je suis désolé d'être arrivé si tard dans un monde déjà fait ou défait, d'ailleurs, si j'essaie de... L'école s'est chargée de le défaire. Oui, sur cette question, on voit bien de façon générale que l'une des difficultés qu'on a en France et dans l'ensemble des pays actuellement, c'est l'art du compromis. On est dans le domaine des pulsions, antagonistes, avec de très grandes difficultés à faire passer des compromis raisonnables. C'est très caractéristique de la vie intérieure française. Mais alors là, nos amis polonais ont des lettres de noblesse en cette matière, et l'une des caractéristiques qui les a toujours dominés, c'est l'extraordinaire difficulté qui était la leur pour hiérarchiser leurs priorités. Moi, j'ai été très frappé quand, en pleine guerre d'Ukraine, alors que nous étions tous, les uns et les autres, mobilisés politiquement contre monsieur Poutine, les Polonais étaient engagés à ce moment-là une action très vigoureuse sur le plan des réparations qui leur sont dues par la République fédérale d'Allemagne. Alors je comprends, moi j'ai reçu le ministre, je lui ai dit écoutez, sur les réparations, je comprends très bien vos préoccupations. D'ailleurs, nous avons eu les nôtres après la Première Guerre mondiale. Je tiens à vous dire, ça n'a pas marché du tout. Donc peut-être faudrait-il reconsidérer ça de façon un peu relative. Et comme selon la formule consacrée, est-ce vraiment le moment? Bon, sur l'affaire du blé que vous avez évoqué, Pierre, c'est très frappant. Je crois que le problème posé à l'agriculture polonaise était très réel, mais ils ont tout de suite réagi d'une façon extraordinairement virulente, à la fois contre les institutions européennes, ça c'est un sport favori du gouvernement, sinon de la nation polonaise, et deuxièmement, même contre l'Ukraine, alors qu'ils étaient toute la culture dominante, idéologique, etc., et celle d'une espèce de symbiose un peu exaltée, avec d'ailleurs des efforts énormes. Quand on voit ce qu'ils ont fait pour les réfugiés ukrainiens, ils ont des réfugiés ukrainiens massifs, et il n'y a même pas de centre pour ça. Ça veut dire que les familles polonaises ont... Donc il y avait tout ça. Et là maintenant, je crois que ce qui est... Alors le troisième domaine, c'est quand même cette dénonciation déjà de quelques mois qui a suivi des négociations sur le fait qu'ils ne se sentaient pas liés par les clauses du traité d'adhésion qu'ils avaient signé. Ce qui est quand même embêtant, enfin, parce qu'un contrat, en général, quand vous signez un contrat, par exemple, pour acquérir un appartement, vous rentrez pas chez vous en disant, je suis d'accord avec le contrat, sauf que je vais baisser le loyer de la moitié, parce que ça serait mieux pour moi. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. En principe, c'est la loi du contrat qui l'emporte sur celle des parties. Bon, donc ils sont... Et là, et c'est ça, là où je voudrais vous poser la question, j'ai l'impression, quand on voit le discours du Premier ministre polonais devant une université allemande, où il a vraiment pris fait et cause pour une Europe qui est
totalement différente de l'Europe communautaire telle qu'on l'a construite depuis le 9 mai 1950, j'ai l'impression qu'ils sont un peu portés d'une façon excessive. Bien sûr, ils sont très importants. Bien sûr, ils ont autant de blindés à eux tout seuls que la France, l'Italie et l'Allemagne réunis. Nous contribuons beaucoup à travers la facilité européenne pour la paix, etc., au financement de cette armée. Mais ils sont portés par des ailes. Ils ont le sentiment que maintenant, c'est leur conception de l'Europe qui prévaut. Et je voudrais savoir si, à votre avis, les élections sont beaucoup plus favorables au PiS dans l'esprit, dans les sondages, qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois. De ce point de vue-là, l'Ukraine est un soutien à la majorité en place et à la droite de la droite. Mais est-ce que vous pensez que ils ne s'illusionnent pas très profondément sur la marginalité du couple franco-allemand qui a des tas de problèmes, des tas de défauts, et sur le fait que maintenant, l'Europe de demain ne ressemblera en rien à l'Europe d'hier. Il y a quand même un certain nombre de gens qui considèrent, moi je l'ai dit à l'Assemblée il y a quelques jours, qu'on ne construira pas l'Europe de demain sur le détricotage de l'Europe d'hier. Et ça, j'ai l'impression qu'ils n'en sont pas pleinement conscients. Pierre Muller. Oui, alors là aussi, plusieurs questions, mais qui méritent des réponses différenciées. Alors, la dénonciation de certaines clauses du traité de l'Union européenne, dont la Pologne est Pas les plus négligeables. Et pas les plus négligeables, celle relative à l'état de droit. Ça, je dirais que c'est un choix systémique. Depuis le début, ça fait partie de la démarche politique donc souverainiste du parti au pouvoir, qui est poursuivi avec opiniâtreté jusqu'à son terme, et ils acceptent même le fait de ne pas se voir verser les 36 milliards du plan de relance. Mais il n'y a pas que ça. Et alors, en revanche, pour ce qui est de l'art du compromis, la difficulté à hiérarchiser les priorités, les 1320 milliards d'euros de réparation demandés à l'Allemagne, et quel était l'autre, le refus d'importation de produits agricoles d'Ukraine, ça s'inscrit dans une échéance électorale proche. Il faut savoir que le PiS est déterminé à remporter les prochaines élections, et tout est bon à cette fin. Et donc, d'agiter l'épouvantail allemand, qui est une vieille ancienne, déjà de l'époque du régime communiste, quand on avait besoin de galvaniser ses troupes, on agitait. Alors, à l'époque communiste, on ne pouvait pas agiter l'épouvantail russe. Quand on était pour les Russes, on était contre les Allemands. Quand on est contre les Russes, on a du mal à être contre les Allemands. Non, pas du tout. Les deux marchent très bien. Ils ont, finalement, ils ont lu Carl Schmitt, et ils considèrent que... Les deux marchent comme depuis le XVIIIe siècle, excusez-moi. Quand on a les deux contre soi, il n'y a plus de Pologne au bout. Et surtout, ils n'ont pas demandé des réparations à la Russie, ce qui aurait été quand même normal. Oui, alors ils disent... La Pologne ou nulle part. Oui, absolument. Et effectivement, ils n'ont pas demandé mais ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que d'abord on fait l'Allemagne, et puis après nous demanderons des réparations à la Russie. Donc, en vaillant, rien d'impossible. Oui. Donc, d'ailleurs, les héros de Namibie, finalement, ils ont demandé pendant des décennies leur réparation, et l'Allemagne a fini par payer. Et donc, nous allons faire la même chose. Oui, il n'y avait plus beaucoup de héros quand l'Allemagne a payé, mais enfin... L'Allemagne a payé et a fait acte de contrition. Et donc là, on est dans une démarche électorale distincte. Mais je pense que derrière, effectivement, la question que vous soulevez, qu'avait soulevé d'ailleurs Nicole, est très, très pertinente. La Pologne se voit comme le nouveau leader, le porte-bannière, le porte-drapeau de la nouvelle Europe face à la menace venant de l'Est. Le problème, c'est qu'elle est seule à se voir ainsi. Puisque ils se verraient bien comme les leaders de la ligne de front, les Baltes, la Roumanie, peut-être les Scandinaves, mais ni les Baltes, ni la Roumanie, ni les Scandinaves ne pensent que
il faut maintenant se ranger derrière la bannière de la Pologne et qu'ils savent ce que c'est un rapport de force et que dans l'Union européenne, il y a un centre de gravité qui n'est pas exactement entre Varsovie et Cracovie. Et donc, la Pologne, en plus, très juste remarque, enfin, ce que Morawiecki donc, a dessiné et esquissé dans son discours de Heidelberg comme l'Union européenne de demain, c'est-à-dire une espèce de confédération assez lâche d'États souverains qui mettrait quelques compétences, qui garderait quelques compétences en commun, mais qui reprendrait les compétences qui leur paraissent indispensables pour exercer les droits de l'État souverain. Mais ça n'intéresse personne d'autre que le parti. Il devrait adhérer à la communauté politique européenne et sortir de l'Union européenne. Mais ça n'intéresse que... Alors, je pense que derrière cette vision s'en cache une autre qui est de temps en temps exprimée par des turiféraires du parti au pouvoir, qui est de dire, bon, l'Union européenne telle qu'elle est, elle n'est pas éternelle, et qu'au fond, on peut avoir une alternative, on peut préparer l'alternative fondée sur des valeurs traditionnelles, sur la souveraineté de l'État, sur l'Europe chrétienne, l'identité de chacun dans une entreprise commune. Et au fond, le fait, on voit quand même une Pologne, comme une Hongrie, régulièrement organiser des réunions, essayer de devenir un peu la Mecque de l'extrême droite européenne et même américaine, comme c'était le cas en Hongrie il y a quelques semaines. Michaël Aviga. Oui, ce discours de Heidelberg, c'était quand même assez curieux d'avoir choisi, alors qu'on demande des réparations, d'avoir choisi la plus ancienne université allemande comme lieu du grand discours, comme le président Macron avait lancé la mode des discours universitaires. Quel était le calcul derrière? Ils pensaient réellement que ils allaient avoir des applaudissements de l'Allemagne et du vieux couple franco-allemand? Pierre Muller. Oui, enfin... Si je peux me permettre, Heidelberg, c'est un très beau lieu pour que le peuple allemand demande des réparations au peuple français, parce que c'est le centre des ravages du Palatinat par les armées de Louvois. Non, je pense que d'abord, Morawiecki, le Premier ministre, voulait faire son grand discours dans une université, après donc, le discours de la Sorbonne du président Macron, après le discours de l'université Charles du chancelier Scholz. Il voulait au fond... Et celui de Margaret Thatcher à Bruges. Absolument. Il y a quelque temps, oui, en effet. Et donc, Zurich de Churchill. C'était au fond peut-être sa propre version du triangle de Weimar réinventé, de pouvoir livrer sa vision de l'Europe, mais qui est la vision polonaise de l'Europe, peut-être partagée avec Viktor Orban, mais avec fort peu d'autres. Et donc, je crois qu'il y a aussi un besoin, disons, de politique. Parce qu'il faut toujours lire ce que fait la Pologne à l'extérieur par le prisme de la politique intérieure. Et dans la politique intérieure, il y a déjà une bagarre électorale, enfin il y a une échéance électorale qui se profile, mais il y a aussi une autre échéance qui est celle de la succession de Jarosław Kaczyński, donc du président du PiS. Et là, il y a plusieurs candidats, et mon sentiment est que Mateusz Morawiecki est l'un de ces candidats, et qui se trouve, qui plus est, dans une concurrence assez vive avec le président Duda. Donc, et de dire... vis-à-vis du peuple polonais, moi, je vais en Allemagne et je leur dis franchement ce que nous voulons, c'est-à-dire qu'ils nous payent 1,320 milliard d'euros. Ça fait de moi, voilà, je suis le leader de la Pologne. Donc, je crois que c'est ainsi qu'il faut interpréter. Ce qui prouve quand même la France a une influence, parce que là, on a exporté notre hiérarchie. Notre hiérarchie. La concurrence entre le président et le Premier ministre. Nicole Niesator. Oui. Juste d'abord un commentaire sur ce que j'ai appelé l'indulgence de l'Union européenne vis-à-vis de la Pologne pendant très longtemps. Complaisance.
et une... Pardon ? Complaisance. Complaisance, indulgence, complaisance. Parce que les réactions que vous avez expliquées sont effectivement réelles, mais elles sont venues très tardivement, ne serait-ce que parce qu'un grand parti politique européen, le PPE, avait en son sein le PiS polonais et ne voulait pas perdre des voix à ce propos-là. Et la complaisance a été très longue parce que si on voulait vraiment punir la Pologne, on n'aurait pas utilisé les instruments juridiques puisqu'on sait qu'ils ne marchent pas, puisqu'on sait qu'il faut l'unanimité. On aurait pu faire ce qu'on avait fait avec la Hongrie, on les suspend. Voilà, de certaines présidences du Conseil, de l'Autriche, pardon, ce qu'on avait fait pour l'Autriche avec Haider. Je ferme la parenthèse. Je trouve quand même qu'il faut souligner la complaisance des institutions européennes pendant très longtemps vis-à-vis de la Pologne, moins longtemps vis-à-vis de la Hongrie. Là. Ma question était une question sur la position stratégique, s'il en est une, de la Pologne vis-à-vis de la guerre en Ukraine et donc vis-à-vis de la Russie. Parce que, il y a cette ambition d'avoir la plus grande armée conventionnelle de l'Europe, et un peu la même chose que ce que dit Olaf Scholz, d'avoir la plus grande armée, la plus puissante armée conventionnelle en Europe. Donc il y a vraiment une volonté stratégique de devenir un pays militaire, puissant, mais il n'y a pas d'explication pour nous dire à quoi ça servirait. Et donc, moi, je voudrais... En tout cas, je ne connais pas de livre blanc polonais sur la défense récent. Et donc, quelle est leur attitude vis-à-vis de la guerre en Ukraine ? Est-ce qu'ils ont explicité qu'il fallait aider l'Ukraine à tout reconquérir, y compris la Crimée ? Ou est-ce qu'ils ont une position différente que celle-ci ? Et deuxièmement, vis-à-vis de la Russie, est-ce qu'il faut arrêter la guerre à la frontière de la Russie ou est-ce qu'il faut en profiter pour affaiblir la Russie ? Pierre Buller. Oui, alors je crois qu'ils sont vis-à-vis de la Russie, ils sont sur une ligne très dure, mais comme d'autres dans la région, les Baltes sont exactement sur la même ligne, c'est-à-dire qu'il faut infliger une déroute à la Russie pour assurer la sécurité future du continent européen. Il faut que, au fond, la Russie boive la coupe jusqu'à la lie. Et le retour aux frontières de 1991 de l'Ukraine, plus la mise en œuvre des différentes démarches saisines de Cour pénale internationale, et donc poursuivre devant la justice internationale la Russie. Voilà, ça c'est l'objectif qu'ils poursuivent vis-à-vis de la Russie. Alors, l'autre objectif qu'ils poursuivent, c'est vis-à-vis stratégique, vis-à-vis des États-Unis. Les Polonais ne croient pas à la défense européenne, ni à l'autonomie stratégique. Ils considèrent que la seule garantie de la sécurité de l'Europe, c'est l'OTAN. Et derrière l'OTAN, ce sont les États-Unis. Et donc, ils sont dans cette logique, disons, plus que de rapprochement, enfin d'idolâtrie des États-Unis. Ils considèrent que eux, le fait de s'armer ainsi, c'est un peu, on est plus dans l'objectif que dans la réalisation à ce stade des 4% du PIB consacré à la défense, mais avec des commandes pharaoniques d'armement, 10 milliards d'euros aux États-Unis, 5 ou 6 milliards à la Corée. Le nombre de chars dont ils veulent se doter, on est dans les milliers, enfin l'unité c'est le millier, presque 1000 plus l'artillerie, etc. Ils sont arrivés à obtenir des États-Unis l'installation de la première base permanente américaine, absolument, à Poznań, permanente, absolument permanente, à Poznań. C'est un échelon avancé, pas de l'OTAN, c'est une base américaine à Poznań. Et au fond, le raisonnement est de dire, écoutez, si vous voulez compter sur quelqu'un pour la sécurité de l'Europe, c'est sur la Pologne. Comptez pas sur les autres. Nous ne sommes pas consommateurs de sécurité. Enfin, nous sommes bien sûr consommateurs de sécurité, mais nous sommes aussi pourvoyeurs de sécurité parce que nous prenons la défense au sérieux et nous nous armons. Et nous vous invitons. C'est quand même un petit peu limité cette prise de position de leur part, parce que avec les États-Unis, on comprend bien que nous nous sommes pris assez mal. Je crois que le président de la République française a pas été très adroit en présentant le renforcement de l'autonomie stratégique comme une façon de se délivrer de la tutelle américaine, alors que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait dire, c'est-à-dire les Américains ont d'autres soucis, les Américains souhaitent que nous partagions le fardeau, et donc il faut que les Européens soient prêts. Je pense que c'était quand même une présentation
concession qui aurait été plus acceptable par tous les gens de l'Europe du Nord. Mais eux, les Polonais, ils sont quand même en désaccord avec les Américains assez profondément sur l'Ukraine, parce que les Américains sont très préoccupés de l'effondrement russe par rapport aux Chinois. Les Américains voudraient plutôt que ça s'arrête. Les Américains, et d'autre part, l'aide à l'Ukraine qui est très importante, 85% de l'aide à l'Ukraine est d'origine américaine, ce qui montre le caractère très limité de nos efforts, y compris des leurs d'ailleurs. On fait ce qu'il faut, on fait ce qu'on peut, mais c'est quand même de là. Et là, il y a quand même une très grande incertitude sur la politique américaine, il y a entre les républicains et les démocrates, etc. Je ne comprends pas que les Polonais ne mesurent pas que l'apport européen, loin d'être antinomique, peut être complémentaire d'une démarche américaine, parce que les Américains ne laisseront jamais les Ukrainiens reconquérir la Crimée comme ça. Pierre Buller. Oui, je pense qu'il y a sans doute une part d'illusion, y compris vis-à-vis des États-Unis, considérant notamment que une option alternative à une reconduction de Biden, c'est l'élection soit de Trump lui-même, soit d'une version holographique, enfin en tout cas de quelqu'un qui se réclamerait de cette logique, disons, de pivot vers l'Asie, et que donc la jambe atlantique risque d'être rapidement raccourcie. Mais ça c'est la chevauchée est en Et puis ils cours. achètent des chars en Ukraine en plus, les Polonais. En Corée. En Corée, je veux dire. Ils achètent des chars en Corée, ce qui ne doit pas tellement plaire aux Américains. Ils achètent aux États-Unis aussi. Ils ont des chars, une commande de chars Abrams. Ça, bien sûr. Bon, Pierre Buller, je vous remercie de nous avoir aidé à éclairer la situation de la Pologne, pays dont on parle de manière sporadique, mais pas toujours très informée. Je vous remercie et je remercie Étienne Billon avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire veille à la plateforme de financement. Et à propos de plateforme de financement, nous sommes dans la période où les personnes qui ont l'infortune ou la fortune de payer un impôt sur la fortune immobilière peuvent se délester d'une partie de cet impôt à hauteur de 75% du don qu'ils nous font et qui sera accueilli avec des cris de remerciement. Et je remercie Adrien Beccaria qui, pour le studio L'Arrière-Boutique, a enregistré cette conversation, ainsi que Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui la produisent. Et je vous dis à dimanche prochain.